Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va regarder les derniers résultats d'Adobe. Donc on commence avec une très belle croissance du chiffre d'affaires de 11% par rapport à l'année dernière. Et on a des bénéfices par action qui augmentent très bien aussi. Donc si on regarde le non-GAAP, on est à 18% de croissance par rapport à l'année dernière. Par contre, si vous prenez la norme GAAP, on n'est qu'à 8%. Et on verra juste après d'où vient cet écart. Donc ce que le management explique, c'est qu'il reste extrêmement focus sur tout ce qui est produit, notamment des produits boostés à l'IA. Il constate qu'il y a une très forte demande à ce niveau-là. Et pour répondre à cette demande et accélérer l'acquisition client, ils poussent encore plus loin leur stratégie de freemium. On avait déjà vu dans les 2 derniers trimestres, 2 derniers résultats, qu'ils avaient déjà mis en place cette stratégie afin justement d'accélérer l'acquisition client. Si on regarde dans le transcript, par exemple, il le dit juste ici. Et on a un management surtout qui s'adapte aux nouvelles méthodes de recherche des clients. Donc on a aujourd'hui beaucoup de gens qui recherchent directement dans ChatGPT, toutes les sortes d'IA qu'il peut y avoir. Et donc le but, ce qui est expliqué par le management, c'est qu'une fois qu'on a une recherche faite sur l'intention directement sur ChatGPT par exemple, et bah, au lieu d'arriver sur le site d'Adobe avec bah, toute la suite Adobe à laquelle il faut s'abonner, vous arrivez à présent directement sur la page, imaginons modifier un PDF, et vous pouvez donc directement modifier votre PDF, l'exporter sans frais supplémentaires et sans qu'il y ait une barrière du paiement en fait. Et grâce à cette stratégie, on remarque une croissance de 35% par rapport à l'année dernière du trafic des clients sur le site d'Adobe. Et tout ça, ça permet bien sûr de fidéliser le client, de le verrouiller un peu dans l'écosystème avec bah, cette méthode freemium. Et une fois que le client dépasse son quota, il va devoir payer. Et s'il est satisfait des produits qui sont servis par Adobe, il n'aura pas trop de problèmes à payer pour ça. Et donc, bien entendu, on remarque une belle croissance du monthly active user, notamment sur Acrobat et Express. Juste ici, on a une croissance de 150 millions d'utilisateurs par rapport à l'année dernière. Et dans tout ce qui est créatif, on a un monthly active user qui passe de 50 millions à 90 millions, pareil par rapport à l'année dernière. Idem pour leur IA Firefly, où on a un ARR, donc Annual Recurring Revenue. Donc là, ce sont plus des freemium, enfin, ce sont probablement des clients passés par le freemium qui après sont convertis en clients payants. Et donc ça nous donne une croissance de 50% de l'ARR de Firefly par rapport au Q1 2026. Donc là, c'est quarter over quarter. Donc c'est vraiment très bien. Et ce qu'ils expliquent juste en dessous, c'est que bah, ils remarquent que c'est un très gros succès cette stratégie de freemium et qu'ils arrivent à convertir assez vite les gens en clients payants. Donc ils ont décidé de continuer cette stratégie de freemium alors qu'ils avaient dit, il me semble, dans les derniers résultats, que ça allait être une stratégie qui allait être freinée, mais ils constatent en fait que bah, ça se passe très très bien, même probablement mieux que prévu. Donc voilà, ouais, ils décident de continuer cette stratégie freemium parce qu'ils constatent que ça se passe très très bien, qu'il y a une bonne acquisition client d'abord gratuit et qu'après cette acquisition cliente se convertit bien en chiffre d'affaires parce que bah, il se transforme en client payant. Dans le Customer Experience Orchestration, on a un ARR lié à l'IA qui a fait x4 par rapport à l'année dernière. Donc c'est très bien et on a notamment SEMrush qui va être intégré à cette offre-là. Et pour rappel, SEMrush, c'était une boîte qu'ils avaient acquis très récemment. Je me demande si ça s'est pas clôturé le trimestre dernier. Et si je me trompe pas, le produit en fait permet de mesurer l'impact que peut avoir une campagne de pub, etc., quoi. Et donc, ce qui est expliqué par le management, c'est qu'Adobe devient la seule boîte à proposer une offre de produits créatifs et une offre de produits marketing, notamment, on l'a vu avec SEMrush. Et donc, ça leur permet de faire grossir encore plus leur offre Adobe Gen Studio. Donc, comme je viens de le dire, Adobe Gen Studio, ça permet d'avoir la partie créatif et la partie marketing et analyse de campagne dans un seul et même endroit. Donc, Gen Studio a un ARR qui croît de 25% par rapport à l'année dernière. Et ça montre qu'il y a une forte demande de la part des clients d'Adobe pour avoir une solution en fait intégrée bah, verticalement de A à Z, de la création du design pour faire je ne sais quelle pub, jusqu'à l'analyse des datas pour mesurer l'impact qu'a eu cette campagne. Donc voilà, c'est des très bons résultats. On voit qu'Adobe croît très bien, a des croissances à 2 chiffres, de l'AR qui augmente très bien, des produits boostés par l'IA qui sont bien reçus par les clients. Donc ça, c'est quelque chose qui est top.
Aussi, quelque chose de très important selon moi, c'est qu'on a le CFO Dan Durn qui décide de quitter la boîte. Donc Dan Durn, il était CFO depuis, il me semble, si je dis pas de bêtises, 2021. Et c'était un CFO extrêmement compétent. Il avait une très bonne stratégie d'allocation de capital. Juste avant d'être chez Adobe, il était chez Applied Materials, donc une boîte de semi-conducteurs que j'ai en portefeuille. Et la stratégie qu'il adopte, c'est d'aller très fort sur les rachats d'actions quand la valeur est décotée. Donc il a décidé de quitter la boîte pour aller un petit peu dans son domaine de prédilection, puisqu'il est allé chez Marvell Technologies. Alors je sais pas du tout ce que fait la boîte, il me semble qu'elle est pareil un peu dans le secteur des semi-conducteurs. Et il va donc être remplacé par Steve Day qui est dans la boîte depuis 20 ans. En tout cas, il le remplace en attendant qu'il y ait un autre CFO de nommé. Lui, il va devenir CFO par intérim. Donc il y a quelque chose quand même qui peut faire peur ou en tout cas se poser des questions pour les investisseurs. C'est pourquoi le management décide de partir tous en même temps. En tout cas, le CFO qui est parti et Shantanu Narayen qui est le CEO qui a annoncé déjà les derniers trimestres qu'il allait partir. Et d'ailleurs, il va pas quitter à 100% la boîte, il va rester au board, hein, bien sûr. Donc oui, comme je disais, c'est quelque chose qui peut faire peur aux investisseurs, mais si ça se trouve, on a juste eu un CFO qui a eu une opportunité ailleurs dans un secteur qu'il connaît très bien et il avait envie de changer, donc il est parti. Et pour le CEO, on a quand même quelqu'un qui a, je me rappelle plus trop, 30 ans de boîte, je crois, qui a bientôt 65 ans et qui donc a peut-être juste envie de lever un peu le pied, sachant qu'il quitte pas 100% la boîte vu qu'il reste au board. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail les chiffres, on a un chiffre d'affaires qui a augmenté de 11% en constant currency, mais sinon, il augmente de 12,7%. Donc on voit qu'on a une légère tendance haussière avec un chiffre d'affaires qui accélère de plus en plus. Donc ça, c'est très bien et c'est ce qu'on veut voir. Et c'est ce qu'il faut continuer de surveiller dans les prochains trimestres. Au niveau de la croissance des EPS, on a vu qu'en non-GAAP, on avait 17,8% de croissance, donc ça, c'est très bien. Et maintenant, pour ce qui est de la différence entre le GAAP et non-GAAP au niveau des EPS, c'est expliqué juste ici par le management, c'est qu'il y a eu en gros une charge de goodwill de 70 millions qui est la cause en fait de ce décalage. Mais on remarque par contre que c'est seulement 17 centimes par action alors que là, on a un écart de plus de 1 dollar par action de différence d'earning per shares. Et donc, si on va voir juste ici dans le reconciliation du gap au non-gap, donc on voit bien la charge de goodwill. On voit qu'il y a aussi 30 millions loss contingency. Et donc, en gros, c'est lié à un litige qu'il y a. Donc, c'est une charge exceptionnelle qui réintègre dans le non-gap. Mais on a aussi un income tax adjustment qui était impacté enfin, le trimestre Q2 2025 qui était impacté de 83 millions, alors que là on est quasiment flat à zéro. Et aussi cette année, on a eu une très grosse augmentation des SBC, alors que si on prend en proportion du net income gap et des SBC, on voit qu'on a des SBC qui augmentent beaucoup plus vite que le net income gap, enfin, que le net income gap a augmenté. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est intéressant à aller voir parce que eux, dans le transcript, ils vont juste parler de la charge de goodwill, alors que c'est pas ce qu'il y a de plus important. Enfin, c'est un tout, quoi. Il faut aussi parler des SBC, il faut aussi parler de cette charge exceptionnelle qui est rajoutée et aussi du income tax adjustment qui a eu un impact l'année dernière, mais pas cette année. D'ailleurs, si on veut être peut-être un petit peu plus réaliste, on peut ajuster les SBC, donc en les enlevant de chaque côté, qui nous donne un bénéfice par action qui augmenterait plutôt de 16% par an et non 18%, qui reste tout de même une très très bonne croissance. Et les chiffres intéressants aussi qu'on peut aller voir pour Adobe, c'est le RPO et le Current RPO. Et en gros, le RPO, il me semble que je l'avais déjà expliqué dans une de mes dernières vidéos sur Adobe, c'est le montant total en dollars de contrat qui a été signé avec des entreprises pour Adobe. Et le current RPO, c'est le pourcentage de ce RPO qui va être converti en chiffre d'affaires enfin, dans les 12 prochains mois. Donc là, ça nous donne un RPO de 22,3 milliards qui a été annoncé ce trimestre. Et sur les 12 prochains mois, on estime qu'il y aura 67% de ces 22 milliards qui vont être convertis en chiffre d'affaires. Donc c'est très bien, ça reste dans la tendance habituelle, il n'y a pas de problème. Avant qu'on continue, pensez à vous abonner à la chaîne,
à me laisser un like et à commenter aussi cette vidéo. Et pour ceux qui n'ont toujours pas de compte titre, vous avez un lien en description qui vous permet d'en ouvrir un chez Interactive Broker. On va ensuite continuer avec les questions des analystes. Et donc on a Alex Zuking qui demande en gros pourquoi ils choisissent de continuer cette stratégie freemium alors que forcément ça impacte l'ARR, etc., quoi. Et on a une réponse très intéressante du CEO qui explique que l'analyse devrait plutôt penser en termes de réussite d'une stratégie. Et en gros, cette stratégie de freemium a été un succès dans les trimestres qui ont passé et que du coup Adobe est très confiant avec cette stratégie-là et qu'elle devient encore plus agressive avec celle-ci. Donc je l'ai déjà un peu expliqué, mais notamment avec toutes ces histoires de recherche par IA aussi, ils veulent répondre à la demande du client en un seul call to action. C'est qu'on a un produit très accessible, ce qui va permettre à Adobe de faire revenir le client. Et une fois que le client sera bien tiki en fait avec le produit, bah là justement ils vont le faire payer. Eux, ils ont analysé ça comme une très grosse opportunité. On l'a vu, augmentation du monthly active user, augmentation du trafic sur le site d'Adobe, sachant qu'ils nous présentent des chiffres, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais qui ne semblent pas du tout impactés par une stratégie freemium. Enfin, en tout cas pour moi, les chiffres sont très bons et on ne dirait pas du tout qu'il y a une stratégie freemium qui impacte réellement la croissance du chiffre d'affaires, la croissance des bénéfices, et etc., quoi. Après, on a Billy Fitzsimon qui pose une question un petit peu sur le M&A et les rachats d'actions. Parce qu'on a Adobe qui a fait une annonce en avril, je crois, qu'il autorisait un nouveau programme de rachat d'actions à hauteur de 25 milliards de dollars, sachant qu'il restait à peu près 2 milliards, je crois, d'autorisation sur la précédente qui était aussi de 25 milliards. Oui, donc c'est dit juste ici hein, qu'il reste 2 milliards sur celle qui avait été faite auparavant. Donc le CEO est bien sûr confiant dans la stratégie d'allocation de capital via les buybacks, surtout que la boîte est cassée en deux, quoi. Elle est décotée de fou. Si je regarde rapidement, on est à 200 $ pour la boîte, donc ça fait 8% là depuis l'annonce des résultats. Il est 17 heures, donc ils ont annoncé les résultats hier, donc des résultats pas très bien accueillis comme d'habitude. Donc ouais, là, ça serait une très bonne stratégie plutôt que de faire du M&A, d'aller faire des rachats d'actions parce ils sont valorisés. Combien là? Ils sont valorisés 8 fois le free cash flow, donc c'est vraiment rien du tout, quoi. Surtout qu'on sait que les acquisitions, ça peut diluer la rentabilité d'un business. L'acquisition de SEMrush s'est apparemment bien passée. Elle va être probablement bien intégrée, mais c'est pas toujours le cas. Après, il y a quand même des boîtes de software, enfin, c'est ce qui est dit par le management, des boîtes de software en ce moment qui sont très intéressantes niveau valorisation et qui peuvent avoir des produits intéressants, mais le souci, c'est qu'elles n'ont aucun business model et aucun réel moyen d'être monétisées convenablement. Donc ils continuent de regarder, bien sûr, à faire de la veille sur tout ce qui est des futures probables acquisitions, mais moi, ça me va très bien s'ils font des buybacks seulement, surtout avec une valorisation cassée comme aujourd'hui. Ça a un réel impact, on l'a vu, sur les métriques par action. On a vu les EPS là croître très très vite hein, par rapport au chiffre d'affaires ou même juste au net income classique sans les rachats d'actions, sans prendre en compte les métriques par action. Et en dernier, je vais prendre la question de Kirk Materne, qui pose une question sur justement cette stratégie freemium et pourquoi le management se sent confortable sur le long terme avec cette stratégie-là. Donc il dit que bien sûr c'est OK d'avoir de plus en plus de clients sur cette plateforme, mais à quel niveau, on le disait un peu tout à l'heure, tout ça est sticky et assez sticky pour qu'à partir d'une certaine période, ça crée des opportunités de monétisation. Donc ce que répond le management, c'est qu'il pense en termes de produits et en termes de comportement de l'utilisateur. Et donc il réexplique un peu toute cette chaîne où le client fait de plus en plus de recherches via l'IA et on a une recherche par l'intention. Via cette recherche, le client est redirigé vers Adobe et sur Adobe directement, il peut procéder au truc qu'il souhaite faire. Je sais pas, je le disais tout à l'heure, convertir un PDF ou quoi que ce soit. Et tout ça sans avoir à payer quoi que ce soit de la recherche au résultat. Il peut faire tout ça gratuitement et on voit justement une partie de ces clients qui se transforment en clients payants, notamment à travers l'ARR de Firefly, par exemple, qui augmente on l'a vu, 50% par rapport au Q1 2026.
Et ce qu'ils expliquent aussi, c'est qu'un client qui était gratuit et qui passe en client payant aura tendance à utiliser beaucoup plus le produit et à essayer de rentabiliser son achat une fois qu'il est passé en client payant. Et il aura un meilleur engagement qu'un client qui, lui, aurait pu payer directement sa licence, son abonnement, dès qu'il a commencé, quoi, sans passer par ce modèle freemium. Et donc, c'est cet engagement plus fort d'un client gratuit qui passe en client payant qui est souligné là-dedans pour la création de valeur long terme, en gros, expliquée par Adobe. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour. Si on fait un récap, très bonne croissance chiffre d'affaires, très bonne croissance du bénéfice par action. On n'a pas trop regardé le net income, mais lui, je crois qu'il croît un peu moins vite que le chiffre d'affaires, ce qui fait qu'il y a des marges qui se contractent un peu à court terme. Bon, ça, c'est lié justement à ce modèle freemium, mais ça pose pas de problème maintenant. La stratégie freemium qui permet d'avoir des monthly active users qui augmentent très très vite et qui après permet de faire croître les ARR des différents produits très rapidement également. Donc franchement, c'est très bien, mais on a quand même une boîte, on l'a vu, qui baisse ça augmente un petit peu, qui a baissé de 7% depuis les résultats. Et si je dois me mouiller un petit peu, je pense que c'est juste cette histoire de CFO qui est parti et du CEO qui doit partir mais qui ne l'est pas encore. Donc ça laisse une petite zone d'incertitude. Également au niveau de ces nouvelles stratégies freemium, nouvelles stratégies d'acquisition, pareil, nouvelle stratégie de monétisation avec la RR, les crédits, tout ça. Ça peut créer une certaine incertitude pour certains investisseurs, mais ce qui fait qu'on a une boîte qui se paye vraiment pas cher. On l'a vu, 8 de prix sur free cash flow. Donc ça en fait selon moi une opportunité très intéressante hein, à ces niveaux-là, vraiment très très intéressante. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.